allons avoir deux intervenants qui vont nous éclairer sur ce sujet. Alors, nous avons Camille Baupin, qui est ingénieur chimiste, qui est le manager du service local usine donc pour Veolia Roussillon, région Sud, et Nicolas Bataille, qui est ingénieur eau assainissement pour la communauté de communes Sud-Roussillon, qui nous détaillera ce que comportent ces communautés de communes. Donc, on va les laisser nous exposer quel est le lien entre l'eau et les abeilles. Donc, enfin, les objectifs et le moyen. Et donc, on aura deux interventions. Tout d'abord, Nicolas Bataille et ensuite Camille. Donc, je passe maintenant la parole à Nicolas, qui va ouvrir son micro. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, Nicolas Bataille, je représente la communauté des communes Sud-Roussillon, une petite intercommunalité du sud de la France qui englobe 6 communes, dont Saint-Cyprien qui est la plus grosse. Une station balnéaire en fait, avec, je dirais, une station d'épuration, et ça nous intéresse là, de 80 000 équivalents habitants. Les Pyrénées-Orientales aujourd'hui subissent une pression hydraulique importante, et je dirais qu'un schéma d'aménagement et de la gestion en eau vient de tomber, visant la modification des DUP loi sur l'eau de l'ensemble des forages pliocènes du secteur. En ce sens, les services déconcentrés de l'État vont nous obliger à prendre moins d'eau dans les nappes profondes, parce que nous sommes en déficit au niveau de ces nappes. Donc l'idée a été de chercher par tous les moyens d'économiser l'eau et de trouver d'autres ressources. On a donc une station d'épuration qui fait 80 000 équivalents habitants, et par laquelle transitent entre 5 000 à 10 000 mètres cubes d'eau au jour. C'était une manne hydraulique très importante, mais c'est de l'eau issue de stations d'épuration. Donc nous avons mis en place un système de réutilisation des eaux avec notre fermier qui est Veolia. Donc aujourd'hui, nous visons en fait la réutilisation de cette eau, et il y a différents programmes qui sont en cours pour soit l'alimentation d'un golfe qui est pas très loin de la station d'épuration. On a des systèmes agricoles qui sont pas trop loin non plus. Peut-être de réinjecter cette eau dans les réseaux du Baronne pour de l'irrigation vers du particulier. Mais pour ça, l'ARS nous demande, je dirais, quelque chose d'extrêmement strict d'un point de vue sanitaire. Et c'est là que Happy Smart ou les abeilles connectées vont rentrer dans le système de connexion, un petit peu, vous savez, comme les trutomètres quand on capte de l'eau et qu'on regarde un peu l'incidence des micropolluants. On sait que les abeilles, en fait, sont des systèmes qui sont extrêmement sensibles aux micropolluants. Et aujourd'hui, en fait, on alimente toute la station d'épuration et les espaces verts qui sont aux alentours avec de l'eau réutilisée de la station d'épuration. Et le premier point d'entrée au niveau de la pollution sont les abeilles que nous avons sur la station. Donc le fait de suivre et je dirais, d'analyser le comportement de ces abeilles peut nous donner aujourd'hui un indicateur sur la qualité en premier lieu des eaux que nous allons desservir, soit pour le golfe, soit pour les systèmes, je dirais, agricoles environnants, soit je dirais, pour les particuliers. Il y a aussi l'aspect environnemental qui est mis en avant, dans le sens où les enfants prennent conscience, et on a des liens avec AspiSmart vers des écoles, mais je laisserai Camille développer ce point-là pour l'éducation des enfants sur ce que représentent aujourd'hui les abeilles. Donc, dans le cadre du contrat de délégation de service public entre Veolia et la communauté des communes Sud-Roussillon, a été vendu un système de suivi de 3 ruches connectées qui ont été posées sur la station d'épuration, afin de nous permettre de mobiliser 5 à 10 000 mètres cubes jour d'eau pour de l'alimentation complémentaire, et éviter de pomper dans les nappes profondes. Voilà. Voilà un petit peu je dirais comment s'est mis en place le système Happy Smart sur le contrat de Sud-Roussillon.
Je vais peut-être laisser Camille développer maintenant ce qu'est HappySmart et ce qu'on peut en tirer. D'accord, bah, merci, merci. Et puis Camille, à vous. On fera après un petit break pour poser des questions quand même par rapport à vos deux interventions là, hein. Donc, bonjour à tous. Comme on vous l'a dit, je suis Camille Baupin, donc je travaille pour Veolia. Donc, en effet, dans ce projet, on travaille en collaboration avec la communauté de communes Sud-Roussillon. Au départ, on a un contrat de délégation de service public avec la communauté de communes pour l'exploitation de la station d'épuration. Et donc, effectivement, dans le cadre du projet de réutilisation des eaux usées, on a proposé à Sud-Roussillon d'installer des ruches connectées sur la station d'épuration de Saint-Cyprien. Ces ruches connectées, du coup, elles ont été développées par une branche de Veolia qui s'appelle Soumei. Donc, c'est pour ça que Veolia l'a proposé. Veolia se positionne sur ce genre de sujet parce que depuis quelques temps maintenant, Veolia s'est doté d'une raison d'être qui est d'aider en fait nos clients, donc principalement les collectivités, mais aussi un peu les industriels, à faire la transition écologique, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on propose des projets qui vont un peu plus loin que notre domaine de compétence initial, qui est le traitement de l'eau. Donc, c'est toujours des projets en lien, mais qui vont un peu plus loin dans la transition écologique. Et donc, du coup, la réutilisation des eaux usées et, par exemple, les ruches connectées dont on parle ce soir. Donc, voilà pour le contexte. Donc effectivement, ces ruches connectées, elles vont nous permettre d'avoir des indicateurs en fait sur nos abeilles, et aussi c'est des ruches qu'on exploite nous-mêmes, exploitants de stations d'épuration. Donc être apiculteur, c'est pas du tout notre métier de base. On connaissait pas grand-chose il y a quelques mois de ça. Donc on a quand même eu un jour de formation avec un apiculteur pour qu'il nous explique les bases de l'apiculture, le fonctionnement des abeilles, etc., d'avoir au moins les bases du fonctionnement. Et ensuite, les ruches connectées nous aident finalement à l'exploitation des ruches. Donc, je vous montrerai après les indicateurs qu'on récupère. Et donc, du coup, on exploite quotidiennement, ou en tout cas à la fréquence qu'il faut selon les saisons, ces ruches pour maintenir en vie nos colonies et montrer qu'elles se portent bien. L'intérêt aussi de ces ruches connectées sur des stations d'épuration, c'est de redorer, on va dire, la réputation des stations d'épuration. Souvent, les gens pensent que les stations d'épuration sont des environnements sales, peu accueillants, et même beaucoup de gens pensent qu'on utilise beaucoup de produits chimiques pour le traitement de l'eau, ce qui n'est pas vraiment le cas. On en utilise un peu, mais même pas tout le temps. C'est beaucoup de procédés physiques plus que chimiques finalement. Il y a un petit peu de chimique pour aider parfois, mais donc on utilise très peu de produits chimiques, et c'est pour ça qu'on a la possibilité de mettre des abeilles sur les stations d'épuration. Et donc en plus de montrer que l'eau qui sort des stations d'épuration est de bonne qualité, on montre aussi que la station d'épuration en elle-même n'est pas une usine polluante et que donc elle s'intègre bien dans l'environnement. Donc pour en dire un peu plus sur les ruches, donc c'est des ruches connectées. Alors ruches connectées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on a des indicateurs qui vont nous permettre de nous aider à exploiter nos ruches. Donc ces indicateurs, on a la température dans la ruche. On a aussi une station météo qui nous donne la température à l'extérieur de la ruche. Donc dans une ruche, la température... Le micro de Camille. Camille, le micro. Quelqu'un m'a coupé le micro. Je disais que la température dans la ruche doit être assez stable. Donc, du coup, cette mesure de température en continu permet de nous alerter si jamais il y a un problème dans la ruche et donc qu'on doit intervenir. On mesure également le poids de la ruche. Donc, ça, c'est important aussi pour voir si les abeilles arrivent à se nourrir, si la colonie grandit, si
si elles sont au contraire en déclin et qu'elles perdent du poids. Donc, selon les saisons, là, par exemple, en hiver, elles hibernent, donc elles ne vont pas chercher beaucoup de nourriture. Le poids diminue, c'est normal. Par contre, dès que le printemps va arriver, il va falloir qu'on voit le poids augmenter. Et si ce n'est pas le cas, qu'on les nourrisse pour qu'elles puissent reprendre du poil de corps et être suffisamment nombreuses pour que la colonie survive et refasse une saison. Le poids, la température, on a aussi l'humidité dans la ruche et à l'extérieur de la ruche avec notre station météo. On mesure aussi avec la station météo le vent et la pluie, puisque c'est des conditions météo qui font que les abeilles vont sortir un petit peu moins de la ruche en cas de vent fort ou de pluie. Et le dernier indicateur qu'on a, c'est le nombre d'entrées-sorties de nos abeilles. Donc en fait, elles passent par des petites portes. Et donc là, on a un capteur qui permet de voir si les abeilles entrent ou sortent et donc de comptabiliser le nombre d'abeilles qui entrent et sortent de la ruche. Et donc, ça permet de voir l'activité de la ruche. Et donc, s'il y a plus ou moins d'activité, donc quand il fait beau, on doit avoir beaucoup d'activité. Et surtout, si on voit qu'il y a beaucoup d'abeilles qui sortent et très peu qui reviennent, soit ça veut dire qu'on a eu un dommage, soit ça veut dire qu'elle meurt à proximité parce qu'il y a quelque chose qui les tue. Donc voilà. Je rajouterai également, Nicolas Bataille a oublié de le dire, on a eu la possibilité de faire ce projet parce que Sud-Roussillon est engagé sur le zéro phyto, l'utilisation de zéro phyto. Parce que donc nous, on a planté des petits massifs de plantes mellifères sur la station, plus on a planté un verger d'arbres fruitiers avec différentes périodes de floraison pour essayer de produire de la nourriture en permanence sur la saison pour nos abeilles. Mais à côté de la station, il y a aussi des espaces cultivés, mais qui donc sont cultivés en zéro phyto grâce à l'engagement de Sud-Roussillon. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qui nous permet d'avoir la possibilité d'installer les ruches, parce que les abeilles, elles gravitent sur un périmètre de 5 km, il me semble, de mémoire à peu près. Donc, c'est pas juste l'environnement de la station d'épuration qui compte, mais bien la totalité du territoire de Sud-Roussillon. Donc, voilà, je pense que pour la première partie, ça fait déjà pas mal d'infos. Et puis après… Oui. Merci beaucoup. L'interface. Ouais, merci à tous les deux. Peut-être des premières questions, Jean-Marie et Antoine. Écoutez, pour les premières questions, nos auditeurs ont été attentifs et n'ont pas eu le temps de beaucoup poser de questions. Moi, j'avais une question concernant la température des ruches. Quelle est la température d'une ruche et est-ce qu'elle varie selon la saison? Alors, la température des ruches, on a deux niveaux de mesure. En fait, on mesure vraiment au cœur de la ruche et à la périphérie, on va dire, donc sur le haut de la ruche. Et donc, la température à la périphérie, elle varie pas mal avec la température extérieure, bien évidemment. Par contre, le cœur de la ruche, il est assez stable. Après, il varie quand même en fonction des saisons et du nombre d'abeilles à l'intérieur de la ruche. Donc, parce qu'en fait, ce qui réchauffe la ruche, c'est leur battement d'ailes qui permet de maintenir la température à l'intérieur de la ruche. Donc, plus elles sont nombreuses et plus il va faire chaud. Et donc, si elles ne sont pas très, très nombreuses, il fera bien évidemment moins chaud, d'autant plus s'il fait très froid dehors. Donc oui, ça varie un petit peu, mais il ne faut pas qu'il y ait de grosses variations. Et après, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud ni trop froid. Après, je pourrais vous montrer, quand je vous présenterai l'interface, on a des courbes de nos 3 ruches connectées. Donc, je vous montrerai ça. D'accord. Merci. Jean-Marie, tu as d'autres questions? Non? Oui, on a une autre question. L'impact du frelon asiatique, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez un moyen de contrôler? Parce que c'est quelque chose d'important pour vous. Alors en effet, le frelon asiatique, pour ceux qui ne savent pas, c'est un véritable fléau pour les ruches. Ça décime une ruche très rapidement. Donc c'est un vrai problème qu'on a également dans les Pyrénées-Orientales. Donc nous, nos ruches sur la station d'épuration de Saint-Cyprien, elles sont installées que depuis mai. Donc c'est très très récent, on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience.
Sur la saison qui vient de passer, on n'a pas eu a priori de problème de frelons asiatiques parce qu'on n'a pas vu de baisse de notre population de ruches grâce justement à notre capteur entrée-sortie. On en a quand même piégé un parce que donc notre apiculteur qui nous a fait la formation au départ nous a conseillé de mettre des pièges à frelons, donc en mettant du sirop, de la bière et de l'eau dans une bouteille avec le bouchon retourné. Les frelons, ça les attire. Par contre, les abeilles, le fait qu'il y ait de la bière, ça ne les attire pas. Donc comme ça permet d'attirer préférentiellement les frelons et d'essayer de protéger nos ruches. Et après, c'est des passages réguliers qui permettent de voir si effectivement on en a piégé ou pas, et donc de renouveler les pièges régulièrement qui permettent d'essayer d'éviter d'avoir nos ruches décimées par les frelons. J'ai une dernière question pour l'instant. Est-ce que vous faites une étude de la qualité du miel ou ça va venir dans la deuxième partie de votre présentation? Alors pour l'instant, on n'a pas encore produit de miel puisque les ruches sont arrivées jeunes au mois de mai, donc elles étaient plutôt en train de grossir que de produire de miel. Donc pour l'instant, on n'a pas produit de miel. Si tout va bien, on devra en produire sur la saison prochaine. On n'a pas forcément prévu de faire d'analyse sur le miel, en tout cas pas pour l'instant. C'est plus les abeilles qui sont l'indicateur, et donc le fait qu'elles survivent dans l'environnement montre qu'il n'y a pas de pollution à proximité. J'aimerais prendre la parole, Camille, juste 2 minutes, si ça ne te dérange pas. Oui. Remettre les choses, donc tout à l'heure on a parlé de zéro phyto porté par Sud Roussillon. Il y a aussi, je dirais, le piégeage et toute une campagne contre le frelon asiatique qui est mis en place. Aujourd'hui, le miel est un produit qui est un produit final. Il faut bien comprendre que cette structuration a été mise en place, et j'ai vu passer la question, quel est le rapport entre les abeilles et la qualité de l'eau? C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est que le changement d'habitude humaine a impliqué des modifications au niveau de la technologie de traitement de l'eau. Qu'on soit clair, des choses comme par exemple la contraception, où aujourd'hui la prise de la pilule fait qu'on surdose certaines molécules comme l'ostrogène, on va les retrouver dans l'eau. Il n'y a pas que les oestrogènes, les traitements comme le traitement contre le cancer, où ces molécules-là vont se retrouver dans l'eau. Des stations comme la station d'épuration de Saint-Cyprien qui a été construite en 1993 n'étaient pas des stations qui étaient dédiées spécifiquement à traiter ce type de molécules. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des molécules type perturbateur endocrinien, et c'est particulièrement ce terme-là qui vont traverser la station d'épuration. L'idée est de savoir si, à travers la réutilisation de ces eaux, je vais avoir un impact sur mon environnement. La station d'épuration de Saint-Cyprien est une des premières stations de France qui a été certifiée ISO 14001, c'est-à-dire quel est l'impact industriel sur l'environnement. Et demain, si je veux fournir de l'eau, il faut que je sache si ces molécules-là vont se retrouver dans les eaux que je vais distribuer derrière et vont avoir un impact. Alors, le changement de la législation française, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quelques années en arrière, on était sur le traitement de l'azote, du phosphore et du carbone. Aujourd'hui, on évolue, on a les recherches de substances dangereuses pour l'environnement. On parle tout juste de perturbateurs endocriniens. Avant d'avoir une analyse sur le produit final qui va être le miel, l'idée est d'avoir une analyse sur le comportement des abeilles et sur l'eau. On est en train, avec Veolia, à travers justement les fonds de développement durable, de lancer une réutilisation, une analyse de l'eau sur la réutilisation pour de l'arboriculture, savoir si ces molécules vont se retrouver dans les produits finaux. Et effectivement, à travers ça, dans les abeilles et dans le miel qu'on va retrouver. C'est pour ça que tout est lié et qu'on va avoir une évolution dans l'analyse. C'est le début, c'est la mise en place, c'est la structuration, et l'objectif est vraiment de retrouver ces micropolluants dans le milieu, savoir quel impact et comment on les retrouve dans le milieu, sachant que les abeilles sont des organismes extrêmement fragiles et extrêmement sensibles à ces molécules-là. D'accord. Très bien. Bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions, mais vous aurez l'occasion de poser d'autres questions. Je crois que notre Dominique Mallet, donc président, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, des 24 000 lions de France, est avec nous. Bonjour Dominique. Bonsoir Thérèse.
Merci. Toutes mes excuses pour le retard, j'ai eu d'autres visioconférences juste avant et sur des problèmes budgétaires, et vous m'excuserez de ce retard. Mais déjà, le peu de minutes où j'ai participé avec vous, j'ai vu toute la qualité des échanges et tout l'intérêt que représentait l'organisation d'une réunion comme celle-ci, Thérèse. Merci, merci beaucoup. Merci Dominique. Donc on poursuit nos échanges, Camille et Nicolas, pour la deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie, je vais vous partager mon écran. Donc, j'espère que vous voyez bien. Alors, pour les participants, si vous avez un petit souci, vous pouvez agrandir cet écran grâce à quelque chose qui doit s'afficher en bas et qui permet de faire un zoom sur votre écran. Vous avez ça dans, ou alors, pardon, excusez-moi, c'est pas en bas, c'est en haut, ça s'appelle option d'affichage. Oui. Et vous pouvez ajuster le zoom par rapport à la fenêtre normale. Oui. Vous avez tout en haut, option d'affichage, vous appuyez sur le petit ascenseur et vous avez le rapport du zoom. Et là, à ce moment-là, vous pourrez augmenter l'écran. Ça marche, merci Marc. Camille. Donc du coup, ici, vous avez une petite carte des ruches connectées installées par Somei sur des sites Veolia. Donc, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Donc, il y en a pas mal du côté de Marseille, puisque c'est là-bas qu'est implanté Somei. Donc, ils ont commencé à se déployer de ce côté-là. Ensuite, donc, on a nos ruches à Saint-Cyprien et il y en a d'autres qui vont être installées à Narbonne. Il y en a à Grenoble. Il y en a sur le siège de Veolia à Paris. Elles sont sur le toit du siège, donc, qui est situé à Aubervilliers. Et après, il y a deux autres sites dans le nord. Donc, du coup, si jamais vous avez des clubs Lyon qui veulent se rapprocher de sites dans leur secteur, voilà, ça vous permet de savoir où est-ce qu'il y en a d'implantés. D'accord. Ensuite, pardon. Allez-y. Donc ensuite, je voulais vous montrer quelques petites photos. Donc là, c'est une photo de l'intérieur de la ruche. Un peu. Voilà, donc on voit les abeilles qui ont donc stocké du miel. Ici, on voit là où ça brille, on a du miel. Ensuite, on a du couvain à cet endroit-là. Donc c'est là où les abeilles viennent pondre la petite larve qui ensuite est recouverte par le petit capuchon jaune. Et donc, au bout de 21 jours, on a l'abeille qui sort, une nouvelle abeille. Donc ça, c'est une autre vue avec toutes les abeilles. On voit qu'ici, il y a pas mal de pollen différents parce qu'on voit des couleurs différentes, en fait. Donc, chaque pollen a une couleur différente. Donc, bon, je ne suis pas très experte sur le sujet parce que je ne suis pas apicultrice, mais c'est des indicateurs importants pour les apiculteurs et c'est pour ça qu'on se fait aussi aider d'un apiculteur pour pouvoir interpréter et bien comprendre comment vont nos abeilles et qu'est-ce qu'elles arrivent à trouver à proximité. Donc là, c'est la vue de la ruche par-dessus. Donc une ruche, il y a 10 cadres à l'intérieur qui sont donc bien colonisés par les abeilles, comme vous pouvez voir sur cette photo. Ici, c'est notre reine qui est ici. Donc on lui a mis une petite identification pour pouvoir la reconnaître. Sinon, on reconnaît une reine parce qu'elle a la queue un tout petit peu plus longue que les autres. Donc c'est très difficile de la voir dans la masse d'abeilles. Et c'est pour ça qu'on lui a mis un petit badge pour qu'on arrive à mieux la reconnaître. Ça, c'est au début. Donc, au début, on leur met une cire comme ça qui leur permet de s'accrocher. L'intérêt de mettre cette cire, en fait, c'est de leur donner la taille des alvéoles. Et cette taille d'alvéoles fait qu'elles vont faire des abeilles femelles.
alors que sinon, elles vont faire en fonction de leurs besoins plutôt. Et donc, si elles trouvent qu'elles sont assez nombreuses, elles vont faire des abeilles mâles, et les abeilles mâles ne participent pas à ramener du pollen, etc. et donc à faire produire la ruche. Donc, c'est pour ça qu'en général, on leur met une cire d'accroche. Sinon, on peut juste leur mettre un petit bout en haut, et là, après, c'est elles qui construisent toutes seules leurs alvéoles. Donc, on fait un peu les deux. Ici, donc, c'est l'implantation de nos ruches à Saint-Cyprien. Donc, on les a mises le long d'un mur parce qu'on a pas mal de vent dans notre région. Et donc, les abeilles n'aiment pas le vent. Donc, on les a protégées du vent à proximité immédiate de la ruche pour pas qu'elles aient de problèmes à l'envol ou des choses comme ça. On voit ici quelqu'un qui est avec l'enfumoir qui va donc aller intervenir. On enfume les abeilles pour pouvoir intervenir en sécurité. On a bien évidemment, en plus de ça, la combinaison et les gants. Et donc, du coup, l'enfumoir, ça les prévient qu'on va intervenir. Et du coup, voilà, elles sont un peu plus calmes. Ici, donc, on voit bien aussi les différents pollens, et elles ont fait ici une petite poche de gelée royale. Donc, la gelée royale, elle leur sert pour nourrir les larves, et surtout pour nourrir quand elles veulent faire une nouvelle reine. Donc, si elles font une nouvelle reine, c'est parce que soit leur reine est en fin de vie, et donc il faut qu'elle la remplace, parce qu'une ruche ne peut pas vivre sans reine. Ou alors, c'est parce que la ruche devient un peu étroite, et donc elle prévoit d'essaimer. Donc, du coup, la reine va s'en aller avec une partie de ses abeilles, et il faut une nouvelle reine pour la ruche une fois que la reine sera partie. Ici, donc, c'est le lieu d'entrée des abeilles. Donc, on voit les fameuses petites portes, et donc c'est là où on a notre capteur entrée-sortie qui arrive à comptabiliser le nombre d'abeilles qui entrent et sortent. Alors après, les chiffres qu'on a, ils ne sont pas précis, parce que les abeilles, des fois, elles vont rentrer et finalement elles ne rentrent pas, ou l'inverse, et donc ça peut compter. Mais quand même, dans l'ordre de grandeur, on est à peu près bon. Mais ce n'est pas non plus une science hyper exacte. Ici, on voit une abeille qui a du pollen sur les pattes, là, au milieu, donc qui est allée chercher du pollen, et qu'on a ramené sur ses pattes, et donc qui va le déposer dans la ruche. Là, c'est le capteur de température, donc il est situé au milieu de la ruche. Vraiment, je vous disais, on mesure la température au cœur, et on a 2 points de mesure du coup sur ce capteur, un vraiment au milieu et un sur la partie haute. Donc, vous voyez sur cette photo, j'ai tourné un peu vite, on a des boîtiers en bas, donc, qui permettent de récupérer tous nos capteurs, et donc c'est ça la ruche connectée, et le tout est relié à un modem pour qu'on ait accès aux informations à distance sur un site en ligne. Et donc ici, voilà, le site d'implantation de nos 3 ruches, avec quelques arbres autour, un mur qui les protège du vent, et de là où on est, il y a le fameux verger qu'on a créé. Voilà, c'est tout pour les photos. Alors ensuite, au niveau de l'interface, donc, hop, ça ressemble à ça. Donc, on voit ici nos 3 ruches. Donc, on les a appelées 7, 8, 9 parce que c'était leur numéro de série, mais en vrai, on n'en a que 3, on n'en a pas 9. Donc, on voit leur température actuelle. Donc, vous voyez que dans les ruches actuellement, il fait entre 30 et 35 degrés. On voit leur poids, donc on voit qu'il y en a qui sont plus lourdes que d'autres, parce qu'on a eu une ruche qui était une ancienne reine de 2019 du coup, et 2 ruches qui avaient une reine de 2020, née en 2020, donc plutôt des jeunes reines, donc du coup elles ne sont pas tout à fait dans le même stade de développement, et donc les poids sont différents. L'humidité dans la ruche qui est aux alentours de 50%, et donc là le nombre d'entrées-sorties, elles sont en pleine hibernation, donc forcément on est à 0. On a ensuite en dessous donc nos données météo de la petite station météo qui est installée sur place, donc avec la température au fil de la journée, bon, les précipitations il n'y en a pas eu, l'humidité, la pression atmosphérique et la direction du vent.
Et ensuite, on peut faire donc des graphiques sur des durées un peu plus longues et sur les dates qu'on veut. En fait, par exemple, si je vous prends les entrées-sorties, on va prendre par exemple septembre. Et donc ça, du coup, ça nous aide vraiment bien à savoir quelle ruche va le mieux, laquelle va un petit peu moins bien, etc. Donc là, voilà, c'est les entrées-sorties. Donc en vert, les entrées, en violet, les sorties. Donc on a toujours un peu plus de sorties que d'entrées, mais bon, vous voyez que là, ça se rééquilibre. Donc finalement, on est à peu près cohérent. On voit qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux, donc on n'a pas perdu d'abeilles. Et donc là, par exemple, sur une journée, on a à peu près 1500 entrées-sorties. Après, ça dépend en fonction de la température, de l'heure. On peut faire une courbe sur une journée, par exemple. Voilà, sur une journée, on voit bien que la nuit, elle sort très très peu. La journée, elle sort pendant qu'il fait jour et chaud. Et hop, après, ça se recalme. Il y a le poids aussi, qui est intéressant. Donc le poids, alors là, il est un peu écrasé par la température. Voilà, là, le poids, on voit aussi qu'il varie donc, en fonction de la présence des abeilles dans la ruche ou pas. Et on voit aussi quand elles mangent la nuit que le poids rediminue et quand elles rapportent de la nourriture dans la journée que le poids augmente. Voilà donc pour l'interface. Après, on a toute une petite... on a un planning qui nous permet de noter les interventions qu'on a faites, qui nous permet aussi d'avoir des petits rappels justement. Là, par exemple, en février, il va falloir faire de la prévention contre le frelon asiatique, puisque ça va redémarrer. À cette période-là, c'est piéger les reines, en fait, qui vont ensuite pondre et créer des nids. Et puis après, on a une bibliothèque de données qui permet du coup à des personnes non apicultrices de se documenter, d'avoir un maximum d'informations et donc de progresser petit à petit, tout en étant toujours accompagné d'un apiculteur parce que c'est une science assez compliquée et très variée. Donc avant d'être aguerri, il y a un peu de travail. Et puis après, on a une partie aussi notification quand les valeurs sont en dehors des seuils. Donc là, par exemple, on a eu une alerte température sur la ruche numéro 8, donc qui était un peu fraîche le 16 septembre à 3h25. Donc c'est en pleine nuit, donc il n'y a rien d'alarmant, c'est juste que la température est un peu descendue. En plus, c'est le capteur haut, donc c'est vraiment en périphérie. Donc tant que le capteur milieu ne descend pas, tout va bien, quoi. Et tant que c'est en pleine nuit, tout va bien. Voilà un peu pour l'interface. Ensuite, on a un tableau de bord environnemental qui est rattaché aussi. Donc là, on retrouve sur le côté nos 3 ruches avec leurs indicateurs, avec des couleurs aussi pour dire si tout va bien. Bon, les poids sont un peu faibles, mais parce que c'est des jeunes ruches, donc il n'y a rien d'inquiétant. Et on a du coup les indices de qualité, donc là, par jour, indice de qualité de l'air au niveau départemental. Bon, les précipitations. Ici, on a l'observation du frelon asiatique, donc qui nous permet aussi de savoir si c'est des périodes moins actives du frelon asiatique et donc d'être un peu plus vigilant sur les périodes où il y a des observations dans notre secteur. Et ici, c'est un recensement de la flore locale et des espèces en cours de disparition, et puis un petit bulletin météo pour les jours à venir, donc une aide aussi à l'exploitation des ruches. Et alors la dernière chose, mais là ici il ne passe pas grand chose, la dernière chose c'est l'interface pour les écoles. Là on est en mode hiver, donc je n'ai même pas la ruche de dessiner, elles sont en hivernage. Et en plus on n'a pas encore d'écoles qui ont parrainé les ruches puisque
c'est assez nouveau. L'idée, là, avec nos 3 ruches, c'est d'avoir 10 classes qui vont parrainer les ruches, qui vont donc avoir accès aux paramètres que je vous ai montrés ici. Donc, ils vont avoir accès à ces paramètres-là en temps réel. Et après, il y a du contenu pédagogique pour sensibiliser. Du coup, c'est le cycle CP-CE2 pour les sensibiliser à l'importance des abeilles, à la biodiversité, à l'environnement, etc. Donc, c'est un programme pédagogique en lien avec les abeilles pour les enfants. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions maintenant et des sujets sur lesquels vous voulez rentrer plus dans le détail. Vous m'entendez? Place aux questions, oui. Oui. Oui, on t'entend, Jean-Marie. Alors, il y a quelques questions, effectivement. Est-ce que l'on peut commercialiser votre miel? Alors, oui, on doit pouvoir le commercialiser. Après, pour l'instant, on n'a pas prévu de le commercialiser. Parce qu'on ne va pas non plus faire une énorme production puisqu'on a seulement 3 ruches et qu'on n'est pas expert, donc on n'est pas du tout dans la rentabilité de nos ruches en termes de production de miel. Donc, a priori, il n'y a pas de contre-indication à le commercialiser. Par contre, voilà, nous, on ne le commercialisera pas pour l'instant. C'est pas notre objectif du tout. Alors, une autre question qui va un peu dans le même sens. Si je peux Nicolas, juste intervenir. Oui, vas-y, Nicolas. Si je peux juste intervenir là-dessus, il faut bien comprendre qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'étude. Aujourd'hui, l'ensemble des données, Camille, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, va consolider une étude nationale du CNRS. C'est l'idée première aujourd'hui, c'est le suivi en direct de ces. Il n'y a pas de projet de commercialisation, c'est vraiment à très petite échelle. Et ce que disait Camille, aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, on a 3 ruches, j'espère bien l'avoir un petit peu quand même cette année. Mais voilà, l'idée, c'est pas d'avoir des productions de commercialisation derrière. Voilà. Mais je complète un peu la question. En fait, l'idée qui sous-entendait cette question, c'était, compte tenu que vous êtes dans des essais, qu'on ne sait pas trop ce que les ruches, enfin les abeilles consomment, est-ce qu'il y aurait un risque à commercialiser ce miel? Alors, oui. Vas-y, Nico. Je dirais juste qu'aujourd'hui, si on regarde l'effet de la réutilisation des lots, c'est-à-dire la matière première qu'on va utiliser donc, pour alimenter les fruitiers sur lesquels les abeilles vont butiner, aujourd'hui, on a un impact, parce qu'on a un suivi analytique quand même très, très, très costaud, on a un impact qui est très, très faible au niveau des recherches de substances dangereuses pour l'environnement et des micropolluants. Donc, aujourd'hui, je ne m'avancerai pas en vous disant qu'il est totalement consommable et qu'il n'y a aucun risque derrière de trouver des HPA, des PCB ou ce genre de choses à l'intérieur. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au vu de la ressource dans laquelle on va puiser, il y a très forte chance qu'on n'ait pas de ces produits, qu'on ne retrouve pas ces produits. Aujourd'hui, il n'y a pas d'analyse à travers ce qu'on a lancé, il n'y a pas d'analyse qui ont été prévues dans le miel. Peut-être que ça fera partie d'une autre partie de l'étude, puisque je vous disais, on va lancer quelque chose sur la réutilisation des eaux. Sur l'alimentation, il y a une procédure qui va être lancée dans les mois qui arrivent. Peut-être que ça fera partie, effectivement, et qu'on pourra avoir des données supplémentaires sur la composition du miel et sa dangerosité. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Autre question. Quel rôle les lions peuvent-ils jouer dans cette approche pédagogique envers la jeunesse? Comment les lions, autrement dit, comment les lions pourraient s'intégrer dans la démarche qui est la vôtre, on va dire? Et tous les non-lions. Hein. Et les non-lions, bien entendu. Alors là, je ne sais pas si c'est moi qui dois répondre ou si c'est Jean Marchal, parce qu'on en a un petit peu discuté. L'idée, peut-être, c'est déjà de travailler sur la partie pédagogique avec les écoles.
ce qu'on s'était dit, ou aussi peut-être de proposer les ruches connectées à des personnes qui voudraient s'installer en tant qu'apiculteurs et qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Ça pourrait leur faire une aide à l'exploitation, tout comme nous qui sommes débutants. Je ne peux qu'appuyer ce que vient de dire Camille, parce qu'on en a déjà discuté, effectivement. Notre cible par rapport à ça, ça doit rester effectivement les écoles pour les sensibiliser, parce que c'est un public qui est réceptif finalement au problème de l'environnement. Et puis les abeilles, ça leur parle bien. Et je pense qu'effectivement, on peut s'associer peut-être au parrainage des ruches, mais ça, c'est à définir entre nous après, parce que c'est quelque chose de relativement nouveau dans notre réponse, mais je crois qu'on a un rôle à jouer là, au niveau pédagogique. D'accord, merci. Merci Jean. D'autres questions? Oui, une autre question avait été posée au début, que j'ai un peu oubliée. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur AppySmart? Alors, AppySmart, c'est ce que je vous ai présenté. Donc, c'est ce côté connecté des ruches avec du coup, toutes les 3 interfaces que je vous ai présentées. Donc, c'est un package. En fait, ils vous fournissent la ruche avec tous les capteurs à l'intérieur et l'accès donc aux 3 interfaces donc pour pouvoir donner un accès aux écoles, pour pouvoir avoir accès au tableau de bord environnemental et aux données de votre ruche. Oui, Camille, il existe une plaquette sur AppySmart qu'on pourrait éventuellement diffuser après pour ceux que ça intéresse. Oui. Une autre question qui vient d'arriver. Comment est établie la relation entre l'état de santé des ruches et la qualité de l'eau? Alors, pour l'instant, c'est nouveau, donc c'est pas forcément évident, effectivement, mais comme le disait Nicolas, on a déjà beaucoup d'analyses qui sont faites sur l'eau de base, donc on a déjà pas mal de données sur la qualité de notre eau. Et donc là, l'idée, c'est de voir si le peu de polluants qui restent dans notre eau peut avoir un impact sur les abeilles ou non, et donc du coup, voir s'il y a un impact ou pas et si les abeilles sont sensibles au peu de polluants qui restent dans l'eau, quoi. Mais après, de dire que c'est tel polluant qui a eu un impact sur les abeilles, je pense que là, il faudrait faire des autopsies d'abeilles ou des choses comme ça. Et pour l'instant, on n'a pas prévu ce genre de choses. Comme ça a été dit au départ, et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Camille, les abeilles ont été données comme un indicateur de bonne santé. Si on voyait un essaim, une dégénérescence au niveau d'un essaim, effectivement, on commencerait à se poser des questions. Il n'y aurait pas que les questions, je dirais, de la qualité de l'eau, puisque Camille l'a dit tout à l'heure, on est sur du zéro phyto au niveau de l'intercommunalité, mais on n'est pas les seuls. C'est-à-dire que dans le périmètre d'action des abeilles, vous pouvez avoir des agriculteurs qui ont été sensibilisés, mais qui pourraient, pour des questions, je dirais, de productivité, utiliser des produits qui pourraient être néfastes pour les abeilles. Donc, il y aura peut-être des recherches qui vont être envisagées. Pour l'instant, les essaims se portent plutôt bien. On a quand même, au vu des premières analyses, et c'est vrai que c'est tout nouveau, on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour avoir une affirmation. C'est voilà, on a des ruches qui se comportent plutôt correctement. Donc, on a plutôt l'impression que ça n'a pas d'impact vis-à-vis des derniers micropolluants qu'on pourrait avoir dans l'eau de réutilisation. Alors là, j'ai une affirmation, ce n'est pas une question. Élie, c'est peut-être la personne qui est apiculteur qui nous dit « Tout miel est consommable et un miel pollué n'existe pas ». Vous voulez que j'intervienne? Oui, oui. Parce que moi, je suis un passionné de l'abeille. Et en tout cas, bravo pour la présentation, mais sauf que moi, j'ai un discours qui est tout autre. Le seul ennemi de l'abeille, c'est l'homme. Ça n'existe pas, en tout cas, tout ce qui est la pollution, le frelon asiatique, tout ça, ça n'existe pas. Parce que l'abeille est… en fait, l'abeille, elle fait du miel déjà pour elle. Ce qui la rend fragile et faible,
c'est parce que l'homme lui prend son miel. Laissant-lui son miel, elle redevient forte. En fait, le seul ennemi vraiment de l'abeille, c'est la… Après, le frelon, il affaiblit, le pesticide affaiblit, mais ce n'est pas ça qui rend l'abeille, en tout cas qui la fait disparaître. Ça, c'est de un. L'autre chose, l'abeille, il est toujours propre, parce que l'abeille est un insecte très fragile. Dès qu'elle touche quelque chose de pollué ou quelque chose en tout cas qui n'est pas propre, elle meurt sur le champ. Toute abeille qui revient dans la ruche, ça veut dire qu'elle a touché quelque chose de propre. Voilà. Je ne veux pas intervenir plus longtemps, mais je peux parler des heures. Je suis un passionné en tout cas de l'abeille et j'ai passé 10 ans à étudier les abeilles et les ruches. J'ai développé, à partir de 2 ruches, j'en ai maintenant une vingtaine de ruches, mais avec 20 ruches, je ne récolte que 50 kilos à peine, en tout cas du miel pour moi, parce que je lui laisse l'essentiel et mes abeilles se portent à merveille face aux frelons asiatiques dans un milieu d'agriculteurs qui utilisent le pesticide et surtout face au varroa qui est un parasite de l'abeille. Elle se nettoie toute seule et je n'ai jamais utilisé ni d'acide oxalique, ni d'un quelconque produit pour la traiter. Bon, merci beaucoup pour cette intervention. Merci. Camille, vous pouvez peut-être arrêter le partage d'écran, comme ça on pourra se voir. Voilà. Merci. On refera peut-être d'ailleurs un webinaire consacré uniquement aux abeilles. Comme ça, on fera venir tous les apiculteurs et ils auront beaucoup de choses à nous dire. Camille et Nicolas, vous avez d'autres informations à nous délivrer? C'est pas grave, c'est pas grave. Merci de m'avoir rappelé. Un petit accent. Une idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, non, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. D'autres interventions? Non. Donc, écoutez, merci pour votre écoute, pour nos intervenants qui nous ont fait une très belle présentation pour un premier webinaire. Nous allons en refaire d'autres, bien entendu. Alors, le 5 février, ils sont à nouveau avec nous. Donc, si vous avez des amis qui n'ont pas pu participer ce soir, n'hésitez pas à leur dire de s'inscrire. Vous pouvez aussi revenir si vous avez des questions en suspens. Il n'y a pas de souci. Nous vous proposons à faire pour toi, d'avoir des trucs qui t'intéressent. Et puis après, on voit, tu vois, la fille Véronique Baronco, là, c'est elle qui m'a envoyé ça. Marc, tu peux couper les micros de tout le monde. Damien Caillou, elle a fait son truc sur les handicaps. Ouais. Elle attention à vos micros. Voilà, merci. Donc, ce que nous vous proposons, donc, c'est de revenir éventuellement le 5 février. Merci donc à Camille et Nicolas. Nous pouvons aussi, nous allons certainement faire un webinaire au mois de mai sur l'eau. On voit bien toute l'importance de l'eau pour l'homme et la nature. Donc, un webinaire au mois de mai. Ensuite, nous allons faire certainement aussi un webinaire sur la forêt vers le milieu du mois de mars, parce que le 20 mars, nous allons vous inviter à sortir dans la nature, à sortir dans la forêt. Nous faisons un partenariat, les Lions Club de France font un partenariat avec l'Office national des forêts, l'Agence des espaces verts pour la partie Île-de-France. Voilà. Et nous vous invitons donc à un webinaire sur la forêt en particulier. Donc, on vous préviendra, ce sera vers la mi-mars. Et normalement, tout a été enregistré. Donc, si vous avez des personnes qui ne peuvent pas revenir le 5, ils retrouveront ce webinaire enregistré sur le site de Défi pour l'environnement, qui est le www.défipourlenvironnement.org. Voilà. Merci Marc, merci à tous et à toutes. Dominique, tu voulais peut-être intervenir pour le mot de la fin? Bien difficile de faire un mot de la fin après n'avoir participé qu'à une seule partie. Seulement vous dire que c'est remarquable les échanges et ce que vous travaillez comme sujet au niveau de défis de l'environnement
eh bien, ça rentre tout à fait dans les objectifs du Lions Club, dans les 17 objectifs du développement durable que nous défendons ardemment. Et donc, la forêt, tu le rappelais tout à l'heure, Je ne vais pas m'occuper des autres. C'est un défi important que nous allons relever tous ensemble. Et donc, évidemment que je serai présent quand vous allez organiser le webinaire là-dessus. Et ce que j'ai remarqué dès mon arrivée, c'est qu'il y avait 72 participants, ce qui était absolument remarquable. Et c'est la qualité des intervenants, des passionnés et qui sont passionnants. Voilà. Merci. Merci. Merci Dominique, merci à toutes et à tous, merci à nos intervenants et à très bientôt donc pour un nouveau et un deuxième webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Votre organisation. Au revoir Marc. Au revoir Dominique. Au revoir. Merci et bonne soirée. Au revoir, Au revoir. Au revoir. Merci. Thérèse. Au revoir. Au revoir à tous. Bon courage.